Ma génération de radicaux et de révolutionnaires n'a jamais trouvé de substitut aux anciennes vertus du travail, du courage, ni aux grâces de la courtoisie et de la politesse. À l'époque de la prohibition aux États-Unis, les contrebandiers, les trafiquants d'alcool et les gangsters sont devenus des héros populaires auprès d'un public de plus en plus mécontent de l'interdiction de l'alcool imposée par le gouvernement. Les articles de journaux, les magazines populaires et plus tard les films ont idéalisé et glorifié le gangster armé, défiant ce que beaucoup considéraient comme une loi injuste. De nombreux citoyens avaient l'impression qu'une liberté leur avait été retirée et que la mafia était simplement là pour leur rendre cette liberté perdue. Les figures du crime organisé n'étaient plus cachées dans l'ombre, mais faisaient de plus en plus partie des communautés qu'elles servaient si assidûment. Des personnes comme Arnold Rothstein et Al Capone étaient très respectées et admirées dans leur communauté, et pas seulement à cause de leurs menaces de violence. Les gangsters ont d'une certaine façon commencé à rendre à la communauté. Les énormes profits générés par les gangsters, grâce à leur structuration et à la création d'une organisation criminelle nationale, ont fait que, comme dans toute entreprise légitime, les gangsters ont rapidement développé un penchant pour la philanthropie. Avec l'une des lois les plus impopulaires de l'histoire toujours en vigueur, le crime organisé, les gangsters et les fonctionnaires corrompus sont devenus un pilier dans les villes et villages à travers l'Amérique. Au milieu d'un ensemble de valeurs et de normes sociales en constante évolution, comment un homme de loi pouvait-il lutter contre les dangereux sous-produits du commerce illégal d'alcool, la violence, le clientélisme et la corruption ? Rejoignez-nous dans notre exploration continue des gangs, des gangsters et de la mafia. Alpha est un fléau pour la jeunesse. Du moins, chaque jeune en Amérique le verrait de la même manière que moi. Mettez ces criminels derrière les barreaux. C'est bien dommage qu'on doive même payer pour leur entretien. Leur extermination serait bien plus satisfaisante. Déjà, ces rats cherchent à se mettre à l'abri. Et c'est le devoir de chaque citoyen respectueux des lois d'aider à les débusquer de leur cachette et de veiller à ce que, lorsqu'ils sont attrapés, ils soient traités pour ce qu'ils sont vraiment, des rats. Alfred Capone, 25 ans résident dans le tristement célèbre Fort Deuce, une maison de débauche située au 2222 South Wabash Avenue, comparaîtra aujourd'hui devant le tribunal de South Clark Street pour répondre à une accusation d'agression avec une automobile. Tôt ce matin, son automobile est entrée en collision avec un taxi de ville conduit par Fred Krause, 741 Drake Avenue, à l'angle de North Wabash Avenue et East Randolph Street, blessant le chauffeur. 3 hommes et une femme présents avec Capone ont fui avant l'arrivée de la police. On dit que Capone roulait vers l'est sur Randolph Street à grande vitesse. Le taxi était garé au bord du trottoir. Après l'accident, Capone est descendu, brandissant un revolver, a exhibé un insigne spécial de shérif adjoint et a menacé de tirer sur Krause. Patrick Bargle, 6510 South Claremont Avenue, conducteur d'un tramway en direction du sud, a arrêté son véhicule et a conseillé à Capone de mettre son arme dans sa poche, et ce dernier l'a alors menacé. Entre-temps, la police centrale avait été prévenue et s'est précipitée sur les lieux, arrêtant Capone. Krause a reçu les premiers soins d'un médecin de l'ambulance. En 1922, la première confrontation d'Al Capone avec la loi et la presse à Chicago passa presque inaperçue, à part une dépêche d'agence peu diffusée, où son prénom et son nom de famille étaient tous deux mal orthographiés.
Ce fut des débuts peu prometteurs pour l'homme qui allait bientôt être couronné roi du crime de Chicago. Quand je vends de l'alcool, c'est de la contrebande. Quand mes clients le servent sur Lakeshore Drive, c'est de l'hospitalité. Une rhétorique comme celle prononcée par Al Capone résumait parfaitement les pensées de nombreux Américains concernant la prohibition. Les agents du Trésor et de la Prohibition faisaient régulièrement des descentes dans les bars clandestins et chez d'autres vendeurs d'alcool illégal, tandis que les responsables municipaux et l'élite politique et sociale gardaient souvent des réserves d'alcool bien garnies chez eux. Où l'ouvrier était-il censé aller boire un verre ? Al Capone est arrivé à Chicago sous les ordres du chef de la mafia Johnny Torrio. Et Capone était l'un des suspects dans le meurtre de Big Jim Colosimo, qui était le principal rival de Torrio pour le contrôle des trafics à Chicago. Sa mort a déclenché le début d'une guerre qui a permis à Torrio et Capone de prendre le contrôle de l'empire criminel de Colosimo. Lorsque les hommes ont pratiquement acheté l'élection dans la ville voisine de Cicero, leur emprise sur la région de Chicago s'est définitivement consolidée. Né et élevé à Brooklyn, New York, et ayant grandi au sein de gangs à travers toute la ville, notamment le tristement célèbre gang des 5 points. Al a gagné le surnom de Scarface après une bagarre dans une boîte de nuit où il travaillait comme videur. Après le déménagement à Chicago, Capone et Torrio ont fait de l'outfit de Chicago la leur. Ils ont commencé par posséder et gérer des bordels, mais ont rapidement fini par prendre le contrôle des bars clandestins, des salles de jeu, des bureaux de Paris, et ont finalement contrôlé les véritables expéditions d'alcool entrant et sortant de la ville. Leur succès leur a apporté d'importantes sommes d'argent. À un moment donné, on estimait que Capone empochait $100 000 par semaine, et à mesure que son organisation s'impliquait davantage dans la politique locale, Capone ne se retrouvait plus comme une figure obscure du milieu, mais il faisait partie intégrante de la communauté. Il appréciait ce nouveau rôle et utilisait ses gains mal acquis pour faire d'importants dons à des œuvres de charité. Il a ouvert des soupes populaires pour pauvres et chômeurs. Et avec son frère, Ralph Capone, il a réussi à convaincre l'industrie laitière locale d'apposer des dates d'embouteillage sur les bouteilles de lait pour empêcher les enfants de boire du lait avarié. Capone a fait remarquer que le lait était livré chaque jour au pas de la porte des gens et que la marge bénéficiaire était 2 fois plus élevée que celle de son alcool illégal. Il a brièvement envisagé d'investir dans une laiterie, proclamant qu'il s'était trompé de secteur. Ces séances photos ont permis à Capone de façonner son image en celle d'un Robin des Bois, se présentant comme un bon citoyen alors qu'il faisait fortune dans les trafics illicites et imposait ses édits par une violence sanglante. Les manœuvres politiques ont empêché ces histoires d'apparaître dans les journaux et de marquer le public. Pour eux, tout ce dont Capone était coupable, c'était de donner au peuple ce qu'il voulait. Je suis juste un homme d'affaires qui donne au peuple ce qu'il veut. Tout ce que je fais, c'est satisfaire une demande du public. Alors que l'empire de Capone prospérait, les forces de l'ordre faisaient face à une tâche redoutable. Avec les journaux, les politiciens et la police dans la poche des gangsters. Et avec une loi en vigueur qui semblait être une atteinte à la liberté individuelle, comment quelqu'un pouvait-il faire respecter et maintenir la prohibition de manière efficace ? Des doutes me traversaient l'esprit alors que je réfléchissais à la faisabilité de faire respecter une loi que la majorité des citoyens honnêtes ne semblaient pas vouloir. J'ai ressenti un frisson d'appréhension pour mes hommes en imaginant la réaction violente que nous allions provoquer chez la pieuvre criminelle qui planait au-dessus de Chicago, ses tentacules de terreur s'étendant à travers tout le pays. Nous avions entrepris une mission potentiellement suicidaire. En 1927, alors qu'Al Capone dirigeait un empire criminel apparemment inarrêtable, un diplômé de l'université de Chicago nommé Elliot Ness accepta un poste au sein du Trésor des États-Unis. Il avait pour mission de stopper les opérations de Capone.
en mettant l'accent sur ces brasseries illégales qui expédiaient des centaines de fûts de bière par jour, tandis que ces camions de bière circulaient dans les rues de Chicago aussi ouvertement que n'importe quel camion de laiterie. Originaire de Chicago, Ness était pleinement conscient de la corruption qui régnait parmi les forces de l'ordre, du simple agent de quartier jusqu'à sa propre agence. Il a minutieusement examiné les dossiers de plus de 50 agents du Trésor et de la Prohibition, réduisant ce nombre à 15 puis à 11. Cette équipe d'enquêteurs et de combattants du crime d'élite fut bientôt surnommée les Incorruptibles. J'ai noté les qualités générales que je recherchais. Célibataire, pas plus de 30 ans. Endurance mentale et physique pour de longues heures. Courage, capacité à utiliser les poings ou une arme à feu et technique d'enquête spéciale. J'avais besoin d'un spécialiste des écoutes téléphoniques capable d'installer une écoute rapidement et précisément. J'avais besoin d'excellents conducteurs, car notre succès dépendrait de leur capacité à suivre habilement les véhicules du gang et de nouveaux visages venus d'autres divisions, inconnus des gangsters de Chicago. Un journal a surnommé ces hommes les Incorruptibles en raison de leur intégrité. Les hommes de Capone ne pouvaient pas les soudoyer. Plus important encore, les hommes de Capone ne pouvaient pas les intimider. Ness et ses Incorruptibles ont fait des descentes dans des alambics clandestins et des brasseries illégales. Et en 6 mois, Ness estimait que lui et ses hommes avaient donc saisi des brasseries d'une valeur de plus d'1 million de dollars. Malgré la campagne incessante des Incorruptibles contre les opérations de Capone, les menaces de mort et les tentatives d'assassinat contre Ness et ses hommes, au moins un proche ami de Ness a été tué par les gangsters. Elliot Ness et ses hommes ont eu peu d'influence sur la chute des opérations de Capone. Alors que les Incorruptibles travaillaient sans relâche sur une vaste opération d'écoute téléphonique et de descente dans des alambics clandestins et des clubs illégaux et tentèrent d'inculper Capone pour violation des lois sur la prohibition, Frank G. Wilson, un agent du département du Trésor, enquêtait sur les allégations d'évasion fiscale de Capone, ce que le gouvernement des États-Unis pensait plus susceptible d'entraîner une condamnation du gangster. Les tactiques sont rapidement devenues évidentes pour Capone, qui a ordonné un contrat sur la tête de Wilson, plus tard annulé sur les conseils de l'ancien mentor de Capone, Johnny Torrio, et qui était sans aucun doute tout aussi préoccupé par ses enquêtes, sinon plus que par les actions d'Elliot Ness et de ses Incorruptibles. Les inquiétudes de Capone étaient justifiées. Le 17 octobre 1931, il a été reconnu coupable de 5 chefs d'accusation d'évasion fiscale et de non-déclaration de revenus. Il a été condamné à 11 ans de prison, dont 5 dans la légendaire prison fédérale de l'île d'Alcatraz. Elliot Ness a ensuite été nommé enquêteur en chef du bureau de la Prohibition à Chicago, puis plus tard dans l'État de l'Ohio. Avec l'abrogation de la Prohibition, il est allé travailler dans le sud de l'Ohio, le Kentucky et le Tennessee, en tant qu'agent des impôts sur l'alcool dans les Moonshine Mountains. Avant de reprendre la guerre contre la mafia en 1938, lorsqu'il s'est installé à Cleveland en tant que directeur de la sécurité, chargé de moderniser le service d'incendie de la ville et de assainir la police. La corruption, en ciblant des gangsters notoires comme Big Angelo Leonardo, Little Angelo Circa, Maud Litz et Charles Palizzi. Une guerre avait été menée et gagnée, et la grande ville du peuple conquérant était traversée d'arcs de triomphe et éclatantes de fleurs jetées, blanches, rouges et roses. Tout au long des longs jours de printemps, les soldats de retour défilaient sur la grande avenue principale, au son des tambours et du souffle joyeux et résonnant des cuivres. Les marchands et employés cessaient disputes et calculs, et, aux fenêtres, tournaient gravement leur visage pâle vers les bataillons qui défilaient. Jamais il n'y avait eu une telle splendeur dans la grande ville, car la guerre victorieuse avait apporté l'abondance dans son sillage, et les marchands étaient venus en foule du sud et de l'ouest avec leurs familles pour goûter à tous les festins succulents et assister aux somptueux divertissements préparés.
et pour acheter à leurs femmes des fourrures pour l'hiver suivant, ainsi que des sacs en filet d'or et des pantoufles multicolores en soie, en argent, en satin rose et en étoffe d'or. C'est ainsi que la paix et la prospérité imminente étaient chantées avec tant de gaieté et de bruit par les scribes et les poètes du peuple conquérant. De plus en plus de splendeurs affluaient des provinces pour boire le vin de l'exaltation. Et de plus en plus vite, les marchands écoulaient leurs bibelots et leurs pantoufles jusqu'à ce qu'ils lancent un puissant cri pour réclamer encore plus de bibelots et de pantoufles. Afin qu'ils puissent donner en échange ce qu'on leur demandait, certains d'entre eux levèrent les mains au ciel en criant « Hélas, je n'ai plus de pantoufles, et hélas, je n'ai plus de bibelots. Que le ciel m'aide, car je ne sais pas ce que je vais faire. » Dans les premiers paragraphes de sa nouvelle Mayday, F. Scott Fitzgerald critique les attitudes de nombreux Américains alors que le pays revenait de la Première Guerre mondiale. Le marketing de masse et la production de masse ont conduit à une nouvelle vision matérialiste, le style remplaçant la substance. Tout devenait produit en masse, même le divertissement. La musique en direct pouvait être écoutée à la maison à la radio ou sur des cylindres ou des disques nouvellement pressés. Le circuit itinérant de théâtre de vaudeville allait être frappé de plein fouet par un nouveau média, le cinéma. Désormais, le public pouvait voir des comédies, des drames et des aventures prendre vie à une échelle plus grandiose que jamais auparavant. Les propriétaires de théâtre pouvaient en projeter le film autant de fois qu'ils le souhaitaient, et les spectateurs, des plus grandes villes aux plus petits villages, pouvaient en découvrir les dernières modes, tendances et styles de vie. Qui faisaient en fureur à Hollywood et dans d'autres centres culturels du pays et du monde. Beaucoup se sont rebellés contre le glissement social vers la conformité en faisant la fête pour n'importe quoi, n'importe quand, et principalement en un seul endroit, le bar clandestin. Les meilleurs bars clandestins avaient des orchestres itinérants ou résidents. Et contrairement aux saloons d'avant la prohibition, les femmes étaient les bienvenues dans les clubs. Joue-le une fois sur le refrain. La Flapper, avec Olive Thomas, Variety, 21 mai 1920. C'est le genre de divertissement le plus léger qui soit, mais cela reste un bon choix pour l'été, même si tous les cinémas, sauf les meilleurs, pourraient le trouver un peu léger en matière dramatique. Ceci tient à la délicatesse avec laquelle Alan Crosland a dirigé Olive Thomas, qui poursuit son ascension vers la célébrité cinématographique. Le travail photographique et de laboratoire était de la haute qualité à laquelle Selznick nous avait habitués dans ses films. L'histoire est supérieure à la production habituelle de cette société. Frances Marion l'a écrite et raconte les escapades d'une écolière. Élevée strictement, elle tombe dans divers ennuis innocents dès que l'occasion se présente. Plusieurs titres étaient drôles au meilleur sens du terme. Tous étaient bien conçus et formulés. Mademoiselle Thomas elle-même est plus intéressante que n'importe quel aspect commercial du film. Son attrait, c'est l'attrait sexuel. Son réalisateur, très sensé, a reconnu ce fait. Mademoiselle Thomas a un maquillage trop marqué au début et ses robes sont trop moulantes. Cette petite histoire fantaisiste reste néanmoins un excellent produit pour les publics les plus réceptifs. Les années 20 ont été marquées par la garçonne. Les jeunes femmes en jupe courte, aux cheveux coupés au carré, qui rejetaient les valeurs et normes sociales victoriennes restantes au profit d'un mode de vie plus libre, amusant et libéral. L'idée d'un petit ami attitré avait disparu. Les femmes voulaient s'amuser avec quiconque se trouvait là. Peu importe à quel point une fille peut être belle ou brillante, la réputation de ne pas être souvent invitée à danser rend sa position lors d'un bal malheureuse. Peut-être que les garçons préfèrent sa compagnie à celle des flirteuses avec qui ils dansent plusieurs fois le soir. Mais la jeunesse de cette génération nourrie au jazz est d'un tempérament agité. L'idée de danser plus d'un foxtrot complet avec la même fille est désagréable, pour ne pas dire odieuse. Quand il s'agit de plusieurs danses et des pauses entre elles, elle peut être tout à fait sûre qu'un jeune homme, une fois libéré, ne lui marchera plus jamais sur les pieds. Puisque tous les speakeasy étaient illégaux, ils n'imposaient souvent aucune règle d'accès permettant aux femmes de fréquenter les bars et clubs de l'époque. La prohibition a également parfois permis à des minorités,
comme les Afro-Américains et les Américains d'origine asiatique, de fréquenter les speakeasy, buvant et dansant aux côtés de leurs homologues blancs. C'était une décennie non seulement de progrès social, mais aussi de progrès technologique. Le 20 mai 1927, Charles Lindbergh fut le premier homme à traverser avec succès l'océan Atlantique en un seul vol sans escale. Pendant la Première Guerre mondiale, l'as de l'aviation avait captivé l'imagination du pays. Désormais, le rêve de voler semblait accessible à l'homme ordinaire. Après le vol de Charles Lindbergh, tout nous réussissait. Décrire l'impact de Lindbergh sur les gens est difficile. Même le premier pas sur la Lune ne rivalise pas. Les années 20 étaient une époque très innocente, les gens restant très religieux. Je pense qu'ils avaient l'impression que cet homme avait été envoyé par Dieu pour accomplir cela. Et cela a changé l'aviation à jamais parce que, tout à coup, les gens de Wall Street frappaient aux portes à la recherche d'avions dans lesquels investir. On avait tout essayé pour attirer leur attention, mais après Lindbergh, soudainement tout le monde voulait voler, et il n'y avait pas assez d'avions pour les transporter. La même année, Ford a cessé la production de l'une des premières automobiles produites en série, la Model T. À cette époque, plus de 15 millions de ces voitures avaient été vendues et General Motors ainsi que la société Chrysler étaient devenus des concurrents à armes égales sur le marché automobile. Ce qui était autrefois un luxe réservé uniquement aux riches et à l'élite sociale, l'automobile, est rapidement devenu une partie omniprésente de la vie américaine. En effet, si le monde paraissait plus petit aux yeux des gangsters grâce à leur réseau et à leur organisation criminelle nationale, ces avancées technologiques faisaient en sorte que le monde paraissait également plus petit pour l'homme ordinaire. Je construirai une voiture pour la grande multitude. Elle sera assez grande pour la famille, mais assez petite pour que l'individu puisse la conduire et l'entretenir. Elle sera construite avec les meilleurs matériaux par les meilleurs hommes que l'on puisse engager selon les conceptions les plus simples que l'ingénierie moderne puisse concevoir. Mais elle sera à un prix si bas qu'aucun homme gagnant un bon salaire ne sera incapable d'en posséder une et de profiter, avec sa famille, des heures de plaisir dans les grands espaces ouverts de Dieu. Alors que beaucoup voyaient dans les nouvelles avancées, comme les automobiles de Henry Ford, l'accomplissement de la promesse du rêve américain, beaucoup d'autres, comme le révérend Dr Henry Van Dyke de Princeton, considéraient l'avènement de la musique jazz comme une menace pour ce mode de vie même. Si je comprends bien, ce n'est pas de la musique. Ce n'est qu'une irritation des nerfs de l'ouïe, une excitation sensuelle des cordes de la passion physique. Sa faute ne réside pas dans la syncope, car c'est un procédé légitime lorsqu'il est utilisé avec parcimonie. Mais le jazz est une cacophonie totale, une combinaison de sons désagréables et de dissonances complexes, une laideur volontaire et une vulgarité délibérée. Pour certains, cela représentait la vie déviante, voire dégénérée, de ceux qui passaient leur nuit dans les speakeasy, dans des clubs enfumés et sordides, où des hommes et des femmes de différentes races et croyances se retrouvaient pour danser et boire de l'alcool. Dans un article d'Anne Shaw Faulkner intitulé « Le jazz met-il le péché dans la syncope ?», l'auteur écrit « On nous a tous appris à croire que la musique adoucit les mœurs, mais nous n'avons jamais pris le temps de considérer qu'un tout autre type de musique pourrait éveiller des instincts sauvages. Nous nous sommes contentés d'accepter toutes sortes de musique et d'admettre la musique sous toutes ses formes dans nos foyers, simplement parce que c'était de la musique. Il est vrai que, souvent, le père et la mère ont préféré une vieille chanson ou danse favorite, ou encore un air d'opéra, au dernier succès à la mode qui a trouvé sa place dans le cercle familial. Mais après tout, les jeunes doivent être divertis et amusés. Et même les parents à l'ancienne n'appréciaient pas la musique de danse de l'époque. Ils pensaient que cela ne pouvait vraiment pas faire de mal, puisque c'était de la musique.
Par conséquent, c'est un réveil plutôt brutal pour beaucoup de ses parents de découvrir que l'Amérique fait face à une situation des plus graves concernant sa musique populaire. Les travailleurs sociaux nous disent que jamais dans l'histoire de notre pays, il n'y a eu de conditions aussi immorales parmi nos jeunes. Et dans les enquêtes menées par de nombreuses organisations concernant ces conditions, la faute est attribuée au jazz et à son influence néfaste sur la jeunesse d'aujourd'hui. Jamais auparavant de telles danses scandaleuses n'avaient été autorisées aussi bien dans les salles de bal privées que publiques. Et jamais on n'a utilisé pour accompagner la danse une combinaison aussi étrange de sonorités et de rythmes que celle produite par les orchestres de danse d'aujourd'hui. Certainement, si cette musique est en quelque sorte responsable de la situation et des actes immoraux qui peuvent être attribués à l'influence de ces danses. Le speakeasy a été le premier endroit où les musiciens de jazz, dont beaucoup étaient afro-américains, pouvaient en jouer. Bien que ce fait n'ait certainement pas aidé à renforcer la réputation du jazz, une autre avancée a en revanche contribué à la renforcer. La radio. La radiodiffusion à grande échelle a été introduite en 1922, et avec elle, une grande variété de styles musicaux est apparue. Les concerts et les performances en studio pouvaient être diffusés dans les foyers à l'échelle nationale, et le public pouvait écouter de la musique jazz sans jamais avoir à mettre les pieds dans un speakeasy. Alors que dans les banlieues et les zones rurales, les chanteurs de jazz blancs restaient les interprètes préférés, si toutefois la musique jazz était diffusée, dans les villes, en particulier à New York et à Chicago, des artistes comme James P. Johnson et Louis Armstrong firent pour la première fois leur apparition sur les ondes et dans le paysage culturel des années folles. Bien que nous puissions remercier les speakeasy et la radio pour la prolifération de la musique jazz dans les années 20, les propriétaires, exploitants et fournisseurs des speakeasy se livraient souvent à toutes sortes de trafics illicites. Jeux d'argent, drogue et prostitution. Bien avant la prohibition et l'essor du crime organisé provoqué par le commerce illégal d'alcool, les gangsters étaient déjà les pourvoyeurs du plus vieux métier du monde. Le fléau social est aussi vieux que l'humanité. Aussi loin que l'histoire remonte, on trouve des preuves de son existence et du terrible trafic qui en découle. De la sauvagerie à la civilisation moderne, les femmes ont été esclaves de la brute qui vit en l'homme. Elles ont été capturées, vendues pour le profit et n'avaient guère leur mot à dire. Le Moyen-Âge regorge de données sur cette phase triste et honteuse de la vie. L'aube de l'ère chrétienne, avec son enseignement de la pureté et de la chasteté, a introduit un ascétisme extrême. Une position radicale était nécessaire là où la civilisation semblait être devenue folle de sexe. Bordels, maisons closes, maisons de débauche étaient quelques-uns des noms utilisés pour désigner les maisons de mauvaise réputation. Souvent, femmes, jeux d'argent et alcool se trouvaient tous au même endroit, le tout appartenant à des gangsters et géré par eux. Tout cela était pratiquement ignoré par la police. L'application efficace des lois contre les vices nécessite des policiers honnêtes et compétents. Tant que les maisons de prostitution et les prostituées individuelles peuvent être contraintes de payer pour obtenir une protection et éviter l'arrestation, l'intervention de la police n'est qu'une question d'opportunité. C'est un fait bien connu, bien qu'il soit rarement possible de le prouver légalement, que les policiers dans la plupart des grandes villes ont tiré profit des vices. Des tenancières ont déclaré avoir versé des milliers de dollars à la police pour ouvrir des établissements et obtenir leur protection. Quand les policiers manquaient d'audace pour récupérer l'argent, ils faisaient appel à un intermédiaire habitué aux méthodes du milieu. Ces sommes variaient en fonction du nombre de pensionnaires dans la maison et des tarifs pratiqués. La police savait si la maison était une maison à 1 dollar ou à 10 dollars, et si elle comptait 10 ou 20 pensionnaires. Les filles louant des chambres, les maisons de rendez-vous, ainsi que les gérants et occupants d'appartements malfamés, affirment que la police leur imposait directement des prélèvements.
Une ancienne capitaine de police de New York a avoué que les agents de son district avaient perçu des revenus provenant d'hôtels et de maisons malfamées et qu'elle avait partagé les bénéfices de ces activités. Une lieutenant de police, qui a payé de sa vie pour le meurtre d'un joueur qui se reconnaissait lui-même comme tel, avait tiré profit des établissements malfamés ainsi que des maisons de jeu et avait organisé des descentes dans le seul but d'exiger ce tribut. Lors d'une audience du conseil municipal de Chicago en 1912, après la fermeture de 2 quartiers de vice et le renvoi de plusieurs responsables de la police, l'avocate de l'organisation poursuivant les exploiteurs a présenté une page d'un registre à feuillet mobile montrant que le petit établissement malfamé payait 210 $ et 51 cents par semaine pour la protection de la police. Il a ainsi estimé que la police collectait plus de 2 millions de dollars par an auprès des établissements du quartier. Les premiers exemples de corruption causés par le crime organisé en Amérique proviennent des activités des bordels dans les quartiers chauds denteux de n'importe quelle ville. Des élus locaux aux policiers de quartier, les représentants du gouvernement travaillaient main dans la main avec les gangsters pour tirer profit de la prostitution. Un système était en place pour apaiser les inquiétudes du public et donner l'impression que la loi était appliquée. Cela se faisait souvent au détriment des travailleuses, comme le détaille Maud Haddon dans son livre de 1915, L'esclavage de la prostitution. Des femmes faisant le trottoir à New York m'ont confié qu'elles devaient payer pour pouvoir circuler sur certaines rues sans être inquiétées. Elles étaient obligées de limiter leur racolage à des quartiers bien définis, correspondant au secteur de patrouille du policier. En dépassant ces limites, elles risquaient l'arrestation. Une fille qui s'est rebellée contre le système m'a dit un soir au tribunal de nuit « J'ai payé pour pouvoir circuler sans être inquiétée dans la 34e rue et je trouve vraiment injuste d'avoir été arrêtée simplement parce que je suis passée ce soir dans la 35e rue. » Bien que beaucoup aient raconté des histoires de corruption, peu ont apporté de preuves pour étayer leurs accusations. Un soir, 2 filles qui ont admis être des prostituées sont entrées dans un poste de police et ont porté plainte contre 2 détectives qui leur réclamèrent de l'argent sous peine d'arrestation. Les agents avaient d'abord exigé une grosse somme, mais ont accepté 3 $ quand les femmes ont insisté sur le fait qu'elles n'avaient plus d'argent. Les femmes étaient souvent contraintes à la prostitution ou forcées d'une autre manière, de rester prostituées par crainte de représailles violentes infligées par leurs proxénètes et d'autres figures du milieu. Le pouvoir du gang sur les femmes se voit à la manière dont ces chefs les contraignent à se plier à leur volonté. 2 jeunes femmes, Myrtle Eyre et Barbara Ashe, après avoir témoigné contre 3 gangsters, ont été tellement intimidées qu'elles sont revenues sur tous leurs témoignages et ont de nouveau été placées sous le contrôle du gang. Pendant un certain temps, elles avaient été associées aux membres du gang et gagnaient de l'argent pour eux grâce à la prostitution. Doyle, qui avait juré de se venger du chef de gang Maiden pour lui avoir volé Myrtle, a été abattu et tué dans un saloon du côté ouest de New York par 2 hommes de Madden. La nuit du meurtre, Barbara était assise avec un jeune marin à une table au fond du saloon. Elle a entendu les coups de feu et lorsqu'elle a couru hors du saloon, elle a vu Madden de l'autre côté de la rue, sa casquette rabattue sur les yeux et les mains dans les poches de son pull. Plus tard, elle a rejoint Myrtle et Madden au restaurant, qui était le repère du gang. Cette nuit-là, Myrtle a suivi Madden dans un appartement de la 30e rue Ouest. Elle l'a entendu avouer avoir ordonné le meurtre de Doyle, puis a écouté les tueurs raconter le meurtre à leur chef. Au début, Myrtle ne voulait pas dire la vérité, déclarant qu'elle serait assassinée si elle le faisait. Cependant, avant le procès final, elle avait changé d'avis. Malgré les menaces et les regards des gangsters, elle a raconté la vraie histoire à la barre des témoins. Lorsque l'avocat du tireur l'a interrogée sévèrement, elle a expliqué « Je suis retournée à mon église et à ma religion et j'ai décidé de dire la vérité. » La condamnation et la peine des 3 hommes ont vite suivi. Les 2 tireurs ont été condamnés à 13 et 18 ans et plus tard, le chef du gang, Madden, a une peine de 10 à 20 ans. Avec la perte de son chef, le gang craignait une perte de prestige et de pouvoir. Les 2 jeunes femmes recevaient sans cesse des menaces de mort, affirmant que des tireurs s'étaient vus offrir 150 $ pour les tuer.
Elles ont signalé le problème au procureur et ont été envoyées hors de la ville. En peu de temps, le gang avait pris le contrôle sur elles, les avait éloignées de leur foyer et leur avait fait signer des déclarations annulant leurs témoignages, ayant envoyé les tireurs en prison. Avec l'indignation morale suscitée par la prostitution institutionnalisée, sont également venues des statistiques alarmantes sur la santé physique et mentale. Dans le rapport Vice et Santé de 1921, le docteur John Clarence Funk énumère quelques statistiques macabres de l'époque. 33% de toutes les prostituées présentent une déficience intellectuelle. 90% de toutes les infections syphilitiques chez les hommes proviennent des prostituées, qu'elles soient professionnelles ou occasionnelles. 50% de toutes les femmes atteintes de syphilis sont infectées innocemment. 70% des femmes qui se sont rendues à l'hôpital de New York pour des traitements contre les maladies vénériennes étaient des femmes mariées respectables infectées par leur mari. 85% des femmes mariées atteintes de syphilis l'ont contractée de leur mari. 15% de toutes les premières admissions à l'hôpital psychiatrique de l'État de New York sont attribuables à la syphilis. En dépit des effets néfastes sur la santé et la sécurité, la prostitution a continué de prospérer. Elle est restée un pilier viable de nombreuses opérations criminelles. On raconte qu'Al Capone n'aimait pas ce commerce et qu'il a essayé d'éloigner l'organisation de Chicago de cette pratique après avoir pris le contrôle de l'opération. Mais les revenus des maisons closes ne pouvaient même pas être ignorés. Comme la danse et l'alcool, le sexe devenait l'un des passe-temps favoris des Américains. Alors que Shoeless Joe Jackson quittait la salle du grand jury, un petit garçon s'accrocha à sa manche et le suivit. « Dis que ce n'est pas vrai, Joe, supplia-t-il. Dis que ce n'est pas vrai. »« Oui, gamin, j'en ai bien peur, répondit Jackson. » En septembre 1920, un grand jury s'est réuni à Chicago pour enquêter sur des rumeurs de trucage lors des matchs des World Series de 1919 entre les Chicago White Sox et les Cincinnati Reds. Le 28 septembre, deux joueurs de Chicago, Joe Jackson dit Shoeless Joe et Eddie Cicotte, ont avoué leur participation au trucage du match, à la demande et contre-paiement de quelques figures clés du milieu criminel. Jusque-là, les gangsters n'avaient été touchés que les communautés dans lesquelles ils opéraient. Je ne l'ai pas, je n'ai pas l'argent. Maintenant, il semblait qu'un coup avait été porté à tout le pays en même temps. Les parieurs professionnels, Joseph Sport Sullivan et Eve Attell, ont organisé le paiement de plusieurs joueurs titulaires des White Sox, tandis que toute l'opération était financée par Arnold Rothstein. Le glamour et le style de la mafia américaine ont été attribués à Arnold Rothstein, et beaucoup de ses idées et pratiques ont contribué à façonner le syndicat national. Un auteur décrit Arnold Rothstein comme ayant transformé le crime organisé d'une activité de voyous en une opération gérée davantage comme une grande entreprise. Le gangster italien Lucky Luciano a autrefois travaillé comme homme de main pour Arnold Rothstein et le parrain de la mafia consultait souvent le joueur pour obtenir des conseils, même après avoir atteint le sommet de la pègre new-yorkaise. Arnold Rothstein avait appris très jeune que le pouvoir et les allégeances pouvaient s'acheter au bon prix. Et les apparences pouvaient être tout ce qui comptait. Fils d'un riche homme d'affaires juif immigré et racketteur, Abraham Rothstein, Arnold est né le 17 janvier 1882 à New York. Cultivé et doué en mathématiques, Rothstein était préparé à reprendre l'entreprise légitime de son père, mais il trouva un intérêt bien plus séduisant dans les activités illégales. Il a quitté l'école et dès 1910, il était devenu un joueur professionnel, dirigeant des casinos à Manhattan. Et il a investi dans un hippodrome dans le Maryland, où l'on disait qu'il avait truqué bon nombre des courses qu'il remportait.
À l'âge de 30 ans, Arnold Rothstein, grâce à son vaste réseau d'informateurs, ses connexions dans le milieu et ses nombreux paris gagnants, était devenu millionnaire. Avec l'avènement de la prohibition, Arnold Rothstein a tiré profit du commerce illégal d'alcool, fournissant des navires, des camions et des hommes aux syndicats criminels, comme ceux supervisés par Nucky Johnson à Atlantic City et Johnny Torreo à Chicago. Avec l'aide de Rothstein, le crime organisé a acquis une respectabilité politique ainsi qu'un style élégant. Il semblait qu'il n'y avait rien dont Rothstein ne pouvait se sortir à coups d'argent. Même lorsque ses compagnons de jeu ont été inculpés dans le scandale des Black Sox, Rothstein n'a jamais été poursuivi, comme l'a déploré un avocat de Sullivan et Attell. Arnold Rothstein est venu ici à Chicago pendant l'enquête du grand jury et s'est immédiatement rendu chez Alfred Austrian, l'avocat des White Sox. Que de courbettes et de flatteries ont dû avoir lieu lorsque Arnold le Juste, le millionnaire joueur, est entré dans le sanctuaire d'Alfred le Grand. D'après son propre témoignage, M. Austrian admet avoir conduit le financier devant le grand jury et l'avoir ramené sans qu'il soit inculpé. Pourquoi Rothstein n'a-t-il pas été inculpé? Pourquoi Brown, Sullivan, Attell et Chase ont-ils été laissés filer? Pourquoi ces joueurs de baseball sous-payés, ces petits parieurs de Des Moines et de Saint-Louis, qui ont peut-être misé quelques sous sur la Série mondiale, ont-ils été amenés ici pour servir de fantômes dans cette affaire? Demandez aux puissants du baseball, demandez à Ben Johnson qui a tiré les ficelles dans cette affaire. Demandez-lui qui a sauvé Arnold Rothstein? Mais en novembre 1928, la vie illicite de Rothstein l'a rattrapé lorsqu'il a été mortellement blessé par balle à cause d'une dette de jeu contractée le mois précédent. Rothstein avait participé à une partie de poker de 3 jours et s'est retrouvé à devoir plus de 300 000 $. Il a refusé de payer, affirmant que la partie avait été truquée. Rothstein a été abattu lors d'une réunion d'affaires à l'hôtel Park Central et est décédé le lendemain. La police l'a pressé, avant qu'il ne décède, d'identifier son assassin. Rothstein a refusé. Un malin jusqu'au bout, il aurait dit aux policiers « Occupez-vous de votre métier, je m'occupe du mien ». Rothstein a été un acteur essentiel dans la croissance et le développement du crime organisé, élevant les activités illicites des bas-fonds jusqu'à la haute société. Il avait compris que les principes de la politique et du capitalisme, l'exclusion, la cupidité et l'hypocrisie, pouvaient en s'appliquer au fonctionnement du syndicat des gangsters. Ce système américain qui est le nôtre, appelez-le américanisme, appelez-le capitalisme, appelez-le comme vous voulez, offre à chacun d'entre nous une grande opportunité si nous la saisissons à pleine main et que nous en tirons le meilleur parti. Avec la prohibition qui touchait à sa fin et des figures comme Elliot Ness et ses incorruptibles qui entraient dans la conscience collective, le statut de héros populaire de nombreux gangsters commença à être remis en question. Pour beaucoup, il semblait que la mafia devenait aussi élitiste et hypocrite que les gouvernements et les entreprises qu'elle cherchait à imiter ou à contrôler. Les conséquences des activités illégales des gangsters commencèrent à devenir réelles et significatives, comme ce fut le cas avec la manipulation des World Series de 1919 décrite de façon magistrale par F. Scott Fitzgerald dans Gatsby le Magnifique. L'idée m'a stupéfié. Je me souvenais bien sûr que les World Series avaient été truqués en 1919, mais si j'y avais pensé, je l'aurais considéré comme un simple événement, la conclusion d'une chaîne inévitable. Je n'avais jamais imaginé qu'un homme puisse manipuler la confiance de 50 millions de personnes avec la détermination d'un cambrioleur forçant un coffre-fort. Et avec ce genre de désillusion viendrait un acte violent que personne ne pourrait ignorer.
Un massacre perpétré par la pègre qui a marqué un tournant dans l'opinion publique concernant l'empire des gangsters et l'ascension de la mafia. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez nous aider à produire davantage de contenu historique captivant comme celui-ci, merci de mettre un j'aime, de laisser un commentaire ci-dessous et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à faire vivre l'histoire.